Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, je vais vous présenter 10 raisons de vénérer Alexandre le Grand. Le mot est lancé, hein, oui, c'est de la vénération. Il est là, il veille sur moi depuis de très longues années. Premièrement, le plus jeune conquérant de l'histoire. Roi de Macédoine à 20 ans, vainqueur des Perses et roi d'Asie à 25 ans, jamais conquérant n'a autant représenté la fougue et l'impétuosité de la jeunesse. Déjà à 18 ans, il commande en personne l'aile gauche macédonienne à la bataille de Chéronée contre les Grecs coalisés. Alors, il possède un patrimoine génétique, on dira, de haute volée. Il possède le sens politique de son père Philippe II, qui possède aussi la part d'ombre et le caractère colérique de sa mère. Eu égard à sa jeunesse, du moins au début de son règne, il sait s'entourer de généraux expérimentés. Il meurt à Babylone euh, à l'âge de 32 ans, il n'a même pas atteint sa 33e année, sans avoir jamais connu la défaite et le déclin. Il restera jeune et invaincu pour l'éternité. Deuxièmement, des compagnons d'élite. Alexandre est le véritable porte-étendard d'une génération exceptionnelle de généraux gréco-macédoniens, dont certains, ceux qu'on appellera plus tard les diadoques, seront ses dignes successeurs. Donc les Ptolémées, Cratère, Perdiccas, Héphaïstion, Séleucos, Lysimaque, Léonatos ou Eumène, pour ne citer que les plus fameux, forment une véritable dream team. Tous l'emportent par leur loyauté envers le roi, leur force et leur courage. Alors pour Alexandre, l'amitié est une vertu cardinale, comme le montre la citation, peut-être apocryphe, mais éminemment symbolique. Lui aussi est Alexandre, à propos des Phaïstions, qu'il voit comme son alter ego. Alexandre a donc su libérer l'ambition de ses compatriotes et leur donner les clés du monde. Troisièmement, un roi guerrier et stratège. Alexandre charge en personne à la tête de ses hommes. Ses blessures au combat sont très nombreuses. Plusieurs fois, il manque d'ailleurs d'être tué et ne doit la vie sauve qu'à la promptitude de ses gardes du corps, comme Cleitos, le Noir, Ptolémée ou Pekestas. Alors, il charge à la tête de la cavalerie des compagnons juchés sur son cheval Bucéphale, l'animal le plus connu de l'histoire. Il mène aussi personnellement les assauts contre donc, des citadelles, comme celle de Tyr ou d'Aornos, près de l'Indus. Il recherche la belle mort, ou alors il se croit réellement invincible. Alors il est aussi évidemment un grand stratège, capable de vaincre des armées 3 fois plus nombreuses grâce à des coups de poker ou des coups de chance tactiques et des charges tout droit sur le roi adverse. Il profite bien sûr de l'outil militaire forgé par son père Philippe II. Quatrièmement, un roi philosophe. Alors Onésicrite, qui est un compagnon d'Alexandre et futur historien de la conquête, proclame qu'il est un philosophe en armes. Il a été l'élève d'Aristote en compagnie des nobles de la cour macédonienne. Alors cet enseignement, même s'il n'a duré que 2 années, l'a profondément marqué. Il s'entretient d'ailleurs par lettres avec le philosophe pendant l'expédition en Asie. Il est également féru de l'Iliade d'Homère. Il en emporte un exemplaire en Asie annoté par Aristote en personne. Et il puise dans l'Iliade l'art du discours, de la harangue. Alors on voit aussi qu'il est influencé en partie par les philosophes cyniques. Il a d'ailleurs dit si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène, le fondateur de la philosophie cynique, signifiant par là même que la simplicité est une vertu morale. Alors finalement, il est celui qui est devenu maître du monde par l'union de la pensée et de l'action. Cinquièmement, un roi bâtisseur. Alexandre entend
marquer la pérennité de ses conquêtes, il fait bâtir une vingtaine d'Alexandries, je ne compte pas là les garnisons ou les colonies, dont la plus illustre est bien sûr Alexandrie d'Égypte, qui rayonne durant toute l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, même s'il faut noter que les travaux ont été achevés par les premiers souverains ptolémaïques, qui sont d'ailleurs à l'origine du phare, de la bibliothèque et du musée. Il faut leur rendre grâce. On dira qu'ils se placent dans les pas du glorieux conquérant. Sa politique d'urbanisation est reprise à leur compte par ses successeurs. On peut citer quelques grandes cités comme Antioche, Séleucie du Tigre ou Thessalonique. Donc son règne laisse un témoignage par la pierre jusqu'aux confins de l'Asie. Sixièmement, un roi visionnaire et universel. Alors il est le promoteur de la fusion des élites gréco-perses. Il peut donc être considéré comme l'incarnation du héros indo-européen qui entend fonder une nouvelle ère de concorde entre les anciens ennemis, dépassant ici la pensée purement panhellénique d'Aristote ou d'Isocrate, qui voit les Perses comme un ennemi à abattre. Alors, il épouse Roxane, une princesse de Bactriane, et contraint aussi plus tard 10 000 gréco-macédoniens à épouser des femmes perses et mèdes. Il a permis l'expansion de l'hellénisme dans une Asie qu'on peut considérer comme figée. Il a permis d'ouvrir des routes commerciales entre l'Europe, l'Arabie, les mondes perses et indiens. Donc il n'est pas qu'un simple destructeur ou un prédateur, c'est un créateur de monde. Septièmement, un roi divinisé. Alors peu de rois de l'histoire occidentale ont reçu autant d'honneurs divins de leur vivant. Alors vu par la propagande familiale comme le descendant et l'émule d'Achille, ce que sa mère lui a inculqué depuis sa plus tendre enfance, il est proclamé fils de Zeus Amon par les prêtres égyptiens. Bon, bien sûr, il faut voir là aussi des raisons politiques. À la fin de son règne, il demande aux cités grecques de le vénérer comme un dieu invaincu, et du temps des Diadoques et durant toute l'époque hellénistique, Alexandre reçoit un culte héroïque. Plus tard, les empereurs romains seront s'en inspirer pour instaurer le culte impérial. Alors à mon sens, il aurait pu donner naissance à une religion, dont je serais le porte-parole, si l'histoire l'avait voulu. Une religion de la force, mais aussi de la sagesse, de la concorde et de l'universalité. Huitièmement, un modèle de complexité psychologique. Alors Alexandre est à la fois apollonien et dionysiaque. Il figure aussi bien la démesure, qu'on appelle l'hubris chez les Grecs, la cruauté, l'appétit de gloire immortel, ce que les Grecs appellent kléos, mais aussi il figure l'excellence dans toute chose, l'arrêté, la volonté de dépassement, le pothos, la sagesse politique, la vision vers l'avenir. Alors son goût pour le vin est légendaire, mais il montre tout de même une forme de tempérance, notamment face à la sexualité. Il n'a jamais été dans une sexualité débridée. Alors sa mort, pathétique, sa lente agonie contraste avec l'éclat de son règne, rappelant la citation romaine « Memento mori », souviens-toi que tu es mortel. Neuvièmement, une ambiguïté sexuelle. Alors Alexandre est réputé dès l'Antiquité comme étant bisexuel, même si ce fait n'est pas explicitement évoqué par les sources les plus anciennes, notamment Diodore, Plutarque et Arrien. Cette bisexualité supposée lui donne un certain charme chez de nombreux auteurs ou romanciers contemporains. Alors, en tout cas, il n'est pas réputé pour aimer particulièrement les femmes, du moins au début de son règne. Et le fait qu'il soit considéré comme bisexuel se base sur des considérations plus tardives, fondées donc sur une comparaison avec sa relation, entre sa relation avec Héphaïstion et celle entretenue entre Achille et Patrocle, dont il se voit l'émule. Donc cette bisexualité supposée lui confère une sorte de sensibilité et le nimbe de romantisme, comme le montre le fait qu'il a pleuré plusieurs jours sur le cadavre de son défunt favori.
Hein, certains auteurs d'ailleurs considèrent que c'est l'amour qui guide ses gestes politiques. Et dixièmement, une immense postérité. Alors Alexandre peut être considéré comme le souverain le plus représenté dans l'art occidental. On compte un nombre incroyable de statues de l'époque romaine, notamment de très nombreuses copies de l'époque hellénistique. Au Moyen-Âge, il est le héros du roman d'Alexandre, qui est quand même le livre le plus lu à l'époque après la Bible, et d'ailleurs le mot roman vient du titre roman d'Alexandre, parce que c'est écrit en langue romane. Ça a donné plus tard aussi le terme alexandrin. Donc au Moyen-Âge, il figure les vertus chevaleresques. À l'époque moderne, il est un modèle pour les rois, et il est largement représenté dans la peinture, comme en témoigne le cycle de Lebrun à Versailles. Alors à l'époque contemporaine, pour le meilleur et pour le pire, il est un modèle pour les promoteurs de la colonisation. Il bénéficie d'une grande postérité dans les religions. Il est évoqué dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, un livre pseudo-prophétique, et probablement dans le Coran, sous le nom de Bicornu, une sorte d'archange. En Asie, où sa légende a traversé les siècles, il est encore connu sous le nom d'Iskandar. Certes, il possède une légende noire chez les Zoroastriens ou en Iran actuel. Alors en conclusion, son héritage est tellement immense qu'il faut 30 ans de guerre incessante pour aboutir au partage définitif de son empire. Il est à mon sens le plus grand roi de tous les temps, un surhomme par la pensée et par l'action, mais aussi un homme dans toute sa complexité, donc par ses tourments, sa démesure. Il est un prophète de la pensée politique, le modèle absolu du roi conquérant, du roi bâtisseur. Il a su dépasser les mythes homériques pour devenir un héros absolu, un véritable modèle, encore 2500 ans après sa mort. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.